Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango koki bandeko balandi tokutana ndenge tomesana koloba tango koki mboka na biso etonga maikende liboso nzambe azali kopesa biso makasi po tokutana tosala obe kaka musala oyo. Merci na bino banso bobengi biso de partout pe bosengi présence ya président Jean-Claude Katende na émission lelo tozali epai na ye toye kosala musala comme il se doit. Chers compatriotes, tozolo lobela likambo liboso état des lieux na matali droit de l'homme na mboka na biso depuis que le président Félix est au pouvoir. Est-ce que évolution izali tozo sala sur place toza kaka na justice spectacle? Chers compatriotes, union sacrée, ça traîne toujours. Réforme de la loi organique, bien sûr, makabritali makambo seni et puis consort. Tolobela maïman soana na kati ya émission oyo. Na président ya association africaine de défense des droits de l'homme, maître Jean-Claude Katende. Maître Jean-Claude Katende, bonjour. Bonjour. Nous avons l'honneur de venir chez vous une fois de plus dans le cadre bien sûr de cette émission Tango Koki qui passe désormais sur Wemsa TV. Vous êtes parmi des gens qui ont soutenu cette émission depuis le début. On doit d'abord vous remercier pour cela. Merci. Merci maître, il a été toujours disponible pour nous. Alors aujourd'hui, état des lieux sur violation ou respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi. Le tableau est sombre ou il est blanc? Je ne pense pas que la question peut se régler par oui ou par non. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la situation de violation des droits de l'homme que nous avons connue sous Kabila n'est pas la même sous le régime du président Félix. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de gens font des reproches aux organisations de droits de l'homme en disant qu'elles ne sont plus très engagées sur les questions de droits de l'homme comme à l'époque. L'esprit qui avait caractérisé le régime du président Kabila, c'était en fait l'esprit des violations, des répressions des droits de l'homme. Ça, c'était l'esprit moteur. En sorte que, sous le régime du président Kabila, les policiers, les militaires qui tuaient les Congolais pendant les manifestations publiques étaient félicités par les membres du gouvernement. Et beaucoup d'entre eux ne faisaient même pas l'objet de poursuites judiciaires. Aujourd'hui, nous savons que depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir, nous avions tous espéré que la situation de droits de l'homme va pouvoir changer. Et c'est vrai, quand il est entré au pouvoir, il a pris un certain nombre de mesures qui ont prouvé sa volonté, qui ont appuyé sa volonté, n'est-ce pas, de respecter les droits humains. Et je peux vous dire que la première année, nous avons vu que cet esprit de respecter les droits de l'homme, de promouvoir les droits de l'homme était maintenu. Mais quelques temps après, nous avons aussi constaté qu'il y a eu un relâchement. Un relâchement dans le sens que nous avons senti qu'il y a eu des répressions des manifestations pacifiques. En ce moment où je vous parle, il y a des militants de la société civile qui ont été arrêtés à Béni pour avoir encore manifesté contre l'insécurité qui se passe dans ce coin-là de la République. Et tout ça, ça se fait sous le régime du président Félix. Vous savez aussi que toutes les manifestations qui ont été organisées à Kinshasa en faveur des Bénis ont été soit empêchées, soit réprimées. Ça veut dire en d'autres termes que par rapport à ça, il y a eu, n'est-ce pas, une régression. Vous allez aussi vous rappeler qu'au début de l'entrée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, les manifestations de l'opposition passaient sur la télévision nationale. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que les organisateurs de manifestations sollicitent? Ce n'est plus le cas. En fait, les journalistes doivent être à la recherche de l'information.
Et ça, c'est très important, surtout quand il s'agit, n'est-ce pas, de la télévision qui appartient à tous les Congolais. Je peux dire que sur beaucoup de points, la situation a changé parce qu'aujourd'hui, un policier ou un militaire qui se permet de tirer sur un manifestant, de tirer sur un citoyen congolais, fait l'objet de l'arrestation immédiate et il est traduit devant les cours et tribunaux, ce qu'on ne voyait pas sous les régimes de l'ancien président Kabila. Mais il faut dire que quand vous regardez, par exemple, les droits socio-économiques, les droits au travail, les droits à l'éducation, malgré le fait qu'il y a eu cet enseignement gratuit, cette éducation gratuite, mais vous allez constater qu'il y a toujours des écoles où les parents payent les frais de motivation. Ce qui veut dire que sur cette question des droits à l'éducation, il y a toujours des problèmes. Nous ne disons pas que le président Félix Tshisekedi, avec son régime, devrait tout changer, mais le peuple congolais a besoin qu'il pose les bases d'une institution, d'une nation qui va vers le respect des droits de l'homme. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. La situation ne va pas dans le sens de se stabiliser, mais je crois qu'il faut que les efforts soient faits, que cet esprit démocratique, que cet esprit de respect des droits de l'homme soit maintenu. Et nous n'allons pas porter des gants si les droits de l'homme sont violés dans notre pays. Nous pensons que c'est dans l'intérêt du président lui-même, dans l'intérêt du gouvernement, mais aussi dans l'intérêt du peuple congolais, de voir qu'il y a des gardiens de la démocratie, des gardiens des droits de l'homme dans le pays qui alertent chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Très bien. Chers compatriotes, vous avez suivi bien sûr les tableaux de respect aux violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi. Prenons également les cas, puisque vous avez cité l'enseignement de base. Récemment, on a eu à condamner bien sûr à 20 ans de prison certains responsables au niveau de la CECOP, au niveau de l'enseignement du ministère de l'EPST et consorts. Comment vous réagissez à cette décision ou bien à cet arrêt de la justice ou du tribunal? Il faut dire d'abord que l'AZADO fait partie des organisations qui avaient demandé que l'argent mis à la disposition des animateurs de l'enseignement dans notre pays fasse l'objet d'une investigation. Très bien. Et nous avons été contents de voir que l'inspection générale des finances a fait cette investigation. Il y a les deux messieurs qui ont été mis en cause pour avoir utilisé l'argent public comme si c'était de l'argent personnel. Et le fait qu'on les ait condamnés, nous estimons pour notre part que nous en sommes totalement satisfaits et nous espérons que ce qui leur est arrivé servira de leçon à tout le monde en disant que l'argent public n'est pas de l'argent qu'on peut utiliser comme si c'était de l'argent personnel. Et je pense qu'il faut que des investigations ne se fassent pas seulement au niveau national, mais il faut aussi qu'au niveau des provinces, qu'on soit sûr que l'argent qui est envoyé pour le fonctionnement des écoles, pour payer les enseignants, c'est de l'argent qui arrive vraiment à destination. C'est de cette manière-là qu'on peut guérir notre pays. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que la grâce présidentielle qui a été accordée à d'autres personnes qui ont été condamnées dans les dossiers de détournement des fonds de l'État a beaucoup discrédité cette campagne du président de la République en faveur contre la corruption, contre les détournements des deniers publics, parce qu'en fait, les deux messieurs qui ont été graciés ne répondaient pas, n'est-ce pas, aux critères qui ont été retenus pour la grâce. Parce que si on condamne des gens, surtout ceux qui ont détourné l'argent de l'État, et demain on les voit dans la rue, c'est un contre-message qui est passé. Très bien. Affaire Chebeya. L'homme qui a été aussi cité dans le dossier, le général John Numbi, aujourd'hui porté disparu. Ça inquiète? Ça ne nous inquiète pas. Ça nous étonne seulement de voir que
les gens qui s'étaient considérés comme les forts de la République, aujourd'hui ne sont pas capables de faire face à la justice. Parce que vous allez vous rappeler que le général John Numbi disait toujours qu'il n'avait pas de compte à rendre à la justice, qu'il ne se reprochait de rien et qu'il pouvait à tout moment répondre à la convocation de la justice. Aujourd'hui, que la justice est en train de devenir vraiment indépendante en pratique, nous nous rendons compte que lui-même, M. John Numbi, que M. Kalev, qui est aussi qui fait l'objet de poursuites judiciaires, ont seulement disparu. Cela est très important dans le sens de comprendre que quand la justice fonctionne normalement, ou tend à fonctionner normalement, même les personnes qui se croyaient intouchables, ils peuvent avoir peur d'agir d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment de leçons qu'on doit tirer. Que vous soyez le président de la République, que vous soyez le Premier ministre, chef de l'armée ou de la police, il faut agir dans le cadre des lois qui sont établies. Parce qu'on ne détient pas le pouvoir de manière éternelle. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent faire très attention d'éviter de poser des actes qui peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires contre eux le jour où ils ne seront pas au pouvoir. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'homme a disparu, mais ce qui est vrai, et vous allez vous rappeler que je l'avais toujours dit, qu'un jour ou un autre, M. John Numbi répondra de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana devant la justice. Et nous en sommes là aujourd'hui et nous pensons qu'un jour, nous irons visiter M. John Numbi en prison pour qu'il comprenne que, quels que soient les postes qu'on occupe dans l'armée ou dans la police, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Messieurs, dames, je vous rappelle que nous recevons dans votre émission Tango Cookie aujourd'hui le président de l'Azado, Maître Jean-Claude Katende. Voilà. Évoluons toujours avec notre émission. Acceptez maintenant qu'on touche bien sûr aux questions liées à la politique. Là, je fais allusion directement à la sortie du gouvernement Sama Lukonde qui se fait toujours traîner ou bien qui traîne. On ne sait pas, le blocage est à quel niveau, qui bloque les choses et on veut réellement quoi. Et dans tout ça, qui perd? Maître Jean-Claude Katende, comment vous pouvez répondre à cette préoccupation? La question que vous posez, elle est très pertinente. En fin de compte, celui qui perd, c'est le peuple congolais. Parce que notre peuple est dans une misère indescriptible. Très bien. Tous ceux qui se battent pour le pouvoir sont des anciens ministres. La plupart d'entre eux sont des gens qui ont exercé d'une manière ou d'une autre des fonctions publiques dans ce pays ici, qui n'ont pas de problèmes d'eau, qui n'ont pas de problèmes d'électricité, qui n'ont pas de problèmes de transport. Et certains d'entre eux vivent même aux frais généraux de l'État. Donc, quel que soit le temps que le gouvernement à mettre en place peut prendre, ça ne leur dit absolument rien. Mais il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Nous avons notamment nos frères et sœurs qui sont dans les zones en insécurité aujourd'hui, à Beni, à Nitouri, et ainsi que dans certaines parties de l'ancienne province du Katanga. Vous avez ici à Kinshasa, notamment les cas des inondations qui ont eu lieu. Vous avez des gens qui ne savent pas nouer les bouts du mois. Et nous avons besoin d'un gouvernement. Ce que les gens oublient, c'est qu'on ne peut pas laisser la République entre les mains de la présidence de la République. Très bien. Que le cabinet du président gère le pays. Non. Pourquoi je le dis? Nous ne devons pas l'accepter. D'abord, nous savons ce qui est arrivé quand, avant la mise en place du gouvernement Cash-FCC. C'est que ça a donné la gestion... L'affaire 100 jours. Exactement. Avec la gestion de l'argent du pays au niveau de la présidence de la République. Et je rappelle que le président de la République n'est pas redevable devant la nation, parce que c'est le gouvernement qui a des comptes, politiquement, c'est le gouvernement qui a des comptes à rendre à l'Assemblée nationale. Alors que politiquement, le président de la République n'est pas redevable à l'Assemblée nationale. Il est redevable au peuple qui l'a élu, mais pas devant l'Assemblée
l'Assemblée nationale. Donc nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse présenter son programme et que ce programme soit suivi par l'Assemblée nationale pour s'assurer que les intérêts du peuple congolais sont sauvegardés. Mais je dois vous dire que personnellement, je ne suis pas surpris que le gouvernement prenne autant de temps. Mais pourquoi? Nous avons une nouvelle donne, donne, maître. Vous avez tout parfois pessimiste, je ne comprends pas. Il n'y a pas de nouvelle donne. Vous savez, l'avantage que moi j'ai, c'est d'être un observateur et un acteur indépendant. Surtout ça. Un observateur objectif. Je ne m'appuie ni du côté des partis politiques, ni des regroupements politiques. Je me positionne par rapport aux intérêts du peuple congolais. Et la plupart des choses que j'ai toujours dites dans vos émissions finissent toujours par se réaliser. Je vous avais dit, dès le départ, que la coalition CACH-FCC n'allait pas aller loin, que c'était une épine dans les pieds de la République démocratique du Congo. Beaucoup m'avaient encore condamné d'être pessimiste, mais plus tard, on m'a donné raison. Je dois vous dire que l'union sacrée de la nation, telle qu'on l'a définie aujourd'hui, que ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un regroupement politique, c'est une idée. Mais c'est une idée sans corps. Et une idée sans corps ne peut pas aller très loin. Et au sein de l'union sacrée, beaucoup n'y sont pas allés par conviction. Beaucoup sont allés parce que le président Kabila a perdu le pouvoir et devait se rallier avec celui qui a le pouvoir aujourd'hui. Et je vous dis qu'en 2023, si par exemple le président Tshisekedi perdait les élections, les mêmes personnes vont les quitter pour aller vers une autre personne qui aura le pouvoir en ce temps-là. Donc nous connaissons notre classe politique et nous savons, comme M. Kyungwa Koumanza l'a dit ce matin, que beaucoup sont allés là-bas pour des postes politiques. Mais ce que je dois vous dire, c'est que le gouvernement ne sera pas mis en place avant que les groupes parlementaires ne soient reconstitués. Comment ça? Pourquoi? Parce que, de un, le gouvernement, s'il est mis en place, il y aura des mécontents. Et parmi les mécontents, il y aura des députés. Voyez-vous, il y aura des députés. Et si la grande partie des députés est mécontente, la conséquence, c'est que dès que le gouvernement va passer devant l'Assemblée nationale... Les choses seront bloquées. Non, pas seulement que les choses seront bloquées. Ils peuvent refuser... Les conséquences? L'investiture de ce gouvernement-là. Il y aura crise. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous dire que le danger est à la porte. Mais accepter que je puisse un peu relancer à ce niveau-là. Les mécontents peuvent refuser et bloquer les choses. On ne refuse pas. Non, mais le président a toujours... Non. Je ne dis pas qu'ils vont bloquer. Parce que c'est l'exercice normal, bien sûr, du pouvoir de l'Assemblée nationale d'investiture ou de ne pas investir un gouvernement. Voyez-vous? Et nous sommes dans ce cas où on ne sait pas s'il y a beaucoup de mécontents, comment les choses vont se passer devant l'Assemblée. Mais le président aura toujours à dire quelque chose. Oui, le président aura à dire... Parce qu'il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Le président a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, mais il va encore se bloquer lui-même parce que nous n'avons pas encore mis en place. Si il la CENI pour organiser encore. Exactement. S'il dissout l'Assemblée nationale, la conséquence est qu'il doit pouvoir, dans un délai très court, organiser les élections législatives. Mais vous allez organiser les élections avec quelle CENI parce que les animateurs qui sont là sont déjà fin mandat. Donc le pays va se bloquer. C'est pour ça que je dis, chaque chose qui doit être faite doit être analysée de manière non partisane. Mais dans la plupart des cas, les analyses qui sont faites sont des analyses politiquement motivées. Parce que je suis du PPRD, je suis du FCC, je suis de l'Union sacrée, je dois voir les choses dans l'intérêt de mon regroupement politique ou de mon idée politique. C'est ça que nous refusons. C'est pour ça qu'il est important que ceux qui sont au pouvoir écoutent davantage le peuple et surtout
des personnes qui ne sont pas politiquement engagées sur la scène politique comme nous. Nous faisons des analyses, des fois qui sont très dures, mais ces analyses finissent par être appuyées par les faits, parce que nous ne les faisons pas de manière partisane. Nous n'appuyons personne. Nous appuyons les choses pour que le pays et le peuple puissent en tirer profit, pas dans l'intérêt d'un individu, d'un parti politique ou d'un regroupement politique, qui sont en fait des choses tout à fait passagères. C'est la nation et le peuple qui demeurent, et donc il faut servir la nation, il faut servir le peuple. Merci. Récemment, il y a un communiqué qui circule, qui a été mis en place qui a été bien sûr mis en place aussi par le bureau politique du PPRD, Joseph Kabila et consorts. Tout le monde de ces côtés-là refuse d'adhérer, bien sûr, refuse de participer dans le gouvernement Sama Lukonde. Pensez-vous que ça risque aussi de bloquer les choses? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que d'abord, le gouvernement est constitué par la majorité parlementaire. Et vous savez qu'aujourd'hui, le PPRD s'est dit être dans l'opposition. Donc, on peut constituer le gouvernement sans, n'est-ce pas, la majorité. Mais c'est aussi logique la position du PPRD. On a toujours dit que c'était le FCC, donc le PPRD qui bloquait. Maintenant, on donne l'occasion à l'Union sacrée de constituer un gouvernement. Parce que si on y met encore les membres du PPRD, du FCC, les blocages risquent de revenir et on risque de trouver que c'est le FCC ou les PPRD qui puissent être les boucs émissaires. Donc aujourd'hui, ce que nous nous demandons, c'est que les gens de l'Union sacrée se montrent sérieux, se montrent patriotes, qui se mettent en tête que tout le monde ne peut pas être dans un gouvernement. Ah là, tout le monde se bat, hein? Tout le monde ne peut tout pas le monde se être bat dans plutôt, un gouvernement. Et pas. c'est pour ça que j'estime personnellement que dans l'avenir, il faut qu'on réduise, qu'on pose des conditions qui puissent décourager les gens à être ministres. Comme quoi, par exemple? Mais on peut dire, par exemple, que pour que tu sois ministre, tu n'auras pas de véhicule de fonction. Donc, tu dois avoir ton propre véhicule. Ça, c'est de un. De deux, on peut réduire les salaires des ministres pour que vraiment ceux qui viennent soient des patriotes. Parce que la plupart des gens qui veulent être ministres... C'est pour ramasser beaucoup d'argent? Effectivement, c'est pour avoir de l'argent. C'est pas pour servir le peuple? Je pense qu'il y a trop peu de gens dans ce pays ici qui ont cette intention de servir le peuple. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba est en train de partir. Est-ce qu'on en a fait l'évaluation? Est-ce que chaque Personne n'en parle même. Oui, est-ce que chaque ministre peut passer à la radio, à la télévision, expliquer au peuple congolais ce qu'il a fait? Même ceux qui n'ont rien fait, ils ont empoché l'argent de l'État et ils sont partis. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, je me dis que nous avons trop peu de patriotes dans notre pays. Beaucoup de gens parlent, se montrent patriotes, mais quand on leur donne des responsabilités, ils se conduisent comme des prédateurs. Très bien. Chers compatriotes, nous abordons la dernière thématique, réforme au niveau de la CENI. Maître Jean-Claude propose quoi? L'Église catholique, la Senko et les autres, et d'autres confessions ont déjà fait bien sûr appel à la candidature. Comment les choses vont se dérouler? On va continuer toujours avec l'ancien système ou il faut qu'on y apporte un changement? Maître Jean-Claude. Je pense que nous devons être capables d'écouter notre peuple. Très bien. Il n'y a pas longtemps, Madame Mabunda et les mêmes confessions religieuses ont tenté une aventure avec Malonda. La conséquence, c'est qu'il y a eu des Congolais qui sont morts parce qu'ils ne voulaient pas du tout que la désignation du président de la CENI précède les réformes. Est-ce que les confessions religieuses avaient entendu ce message du peuple congolais ou pas? Est-ce que les hommes politiques de notre pays avaient entendu ce message ou pas? Que quelques mois après, qu'on revienne sur la même proposition, je pense que c'est un mépris pour ceux qui sont morts, pour que Malonda et le coup qui avait été monté à l'époque ne puissent pas avoir lieu. Il faut respecter la mémoire de ceux d'entre nous qui meurent
parce qu'ils veulent que les choses changent. Et je dis que les confessions religieuses ont totalement tort. Nous avons tous convenu, et même avec les confessions religieuses, qu'il faut que d'abord nous fassions pression pour que les réformes aient lieu. Nous ne pouvons pas continuer les processus électoraux avec la CENI dans sa configuration actuelle. On ne peut pas continuer les processus électoraux avec la loi électorale actuelle. Tout le monde est d'accord qu'il y ait des réformes. Mais je suis surpris que les confessions religieuses disent nous demandons aux gens de venir déposer leur candidature, mais le vote viendra après. Mais qui dit que, parce que nous avons eu 3 processus, où ce sont les confessions religieuses qui ont choisi le président de la CENI. Et nous voyons que tous ces 3 processus ont perdu en qualité, en crédibilité et aussi en légitimité. Et les 3 présidents de la CENI ont été plus inféodés au pouvoir que travailler de manière indépendante pour faire avancer le pays. Ça veut dire en d'autres termes que ce n'est pas seulement l'échec de ceux qui ont été choisis, mais c'est aussi l'échec de ceux-là qui avaient choisi ces gens. Donc, si nous mettons en cause la CENI, on peut mettre aussi en cause les confessions religieuses. Et vous avez suivi l'année passée qu'au sein des confessions religieuses, il y a eu des cas de discrimination, les cas d'injustice, les cas de tribalisme, les cas de bruit même de corruption. Dans les chefs de pères de l'Église. C'est quand même étonnant. Alors, qui dit aux confessions religieuses que dans la réforme qu'on va avoir, on ne peut pas, par exemple, confier cette charge d'organiser les élections au ministère de l'Intérieur, comme ça s'est fait dans d'autres pays? Qu'est-ce qui dit que cette charge ne peut pas être confiée à une autre institution que les confessions religieuses? Donc, j'estime personnellement que les pères de l'Église devraient avoir des réserves, parce qu'il n'est pas dit que cette charge de désigner le président de la CENI doit être donnée de manière éternelle aux pères de l'Église. C'est pour ça que nous estimons qu'il devrait avoir des réserves à attendre que le processus de réforme se mette en place, que les réformes finissent. Si on reconduit la charge de désigner le président de la CENI dans les chefs de confession religieuse, en ce moment-là, ils vont avoir le temps de désigner le président de la CENI. Pour le moment, je pense que c'est une aventure que les confessions religieuses sont en train de faire. Comment vous répondez à cette polémique qui déchire les camps Moïse Katumbi et à celui bien sûr de Noël Tchani? Ne peut être président de la République uniquement celui qui est congolais de père et de mère. Et vous dites quoi? Je dis tout simplement que la fonction présidentielle, c'est une fonction très délicate. Il ne faut pas la confier aux gens qui pourraient être partagés entre leur nationalité congolaise et une autre nationalité. Et donc, pour la fonction du président de la République, je pense qu'il faut la confier à un homme, à une femme, des pères et des mères congolaises. Nous devons aussi tirer profit, tirer des leçons à partir de tout ce qui nous est arrivé ces dernières années. Et donc, je pense qu'un peuple qui ne tire pas des leçons de son histoire, c'est un peuple qui revivra les mêmes choses. Et ceux-là qui n'ont pas de père ou de mère congolais, ils peuvent faire autre chose. Il n'y a pas que être président de la République qui soit la fonction majeure dans notre pays. On peut servir son pays à n'importe quel poste. Merci, vous avez compris et à très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.